Face à l'urgence climatique, on se pose tous une question, une immense question. Qui sont les véritables acteurs du changement? Alors, dans ce décryptage, on va tenter de cartographier ensemble cet univers un peu complexe, histoire d'y voir un peu plus clair. Voilà, la question est posée. Sauver la planète? C'est une formule choc, un peu cliché même. Mais derrière, il y a une vraie galaxie d'intervenants, des plus connus aux plus discrets. Alors, qui tire vraiment les ficelles? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Bon, allez, on y va. Pour commencer notre exploration, la première étape, c'est d'identifier les grandes familles d'acteurs qui pèsent sur les questions environnementales. C'est un peu la première partie de notre carte. Et très souvent, tout par deux. Les scientifiques. Des organismes comme le GIEC, le fameux groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, ne prennent pas de décisions politiques, attention. Mais leur rôle est absolument fondamental. Leurs rapports, qu'on voit partout dans les médias, créent une prise de conscience générale et surtout, ils fournissent la base scientifique, le socle d'arguments sur lequel tous les autres acteurs vont pouvoir s'appuyer. Après les scientifiques, on trouve bien sûr les associations et les ONG. Et là, le chiffre est juste vertigineux. 40 000 dans le monde. Ça donne une idée de l'ampleur du mouvement, de sa diversité aussi. Ça va des géants comme Greenpeace ou le WWF jusqu'à la myriade de petits groupes qui agissent très localement sur leur territoire. Et pour agir, ces ONG, elles ont une sacrée boîte à outils. Elles peuvent lancer de grandes campagnes pour sensibiliser l'opinion, organiser des boycotts, occuper des lieux symboliques, mener des actions coup de poing très spectaculaires, faire du lobbying dans les couloirs du pouvoir ou même attaquer en justice. C'est d'ailleurs grâce à ce genre d'action que Greenpeace, par exemple, a contribué à faire interdire certains pesticides qui tuaient les abeilles en Europe. Et puis, il y a une force qu'il ne faut jamais, jamais sous-estimer, la mobilisation citoyenne. Depuis 2018, le mouvement des grèves scolaires pour le climat, lancé par Greta Thunberg, en est l'exemple parfait. Des millions de jeunes partout dans le monde qui descendent dans la rue pour exiger des actes, ça montre bien que la pression citoyenne est un moteur de changement extrêmement puissant. Et enfin, les entreprises. Forcément, elles sont au cœur du réacteur économique, et donc de la problématique environnementale. Chez elles, on observe un peu deux grandes tendances qui s'opposent. D'un côté, la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, où certaines intègrent, de manière sincère, des pratiques plus durables. Et de l'autre, le fameux greenwashing, l'éco-blanchiment, qui consiste à se donner un vernis écologique pour le marketing, mais sans vraiment changer les choses en profondeur. Ok. Maintenant qu'on a identifié les principaux joueurs, voyons un peu sur quel terrain ils agissent. Parce que l'action pour le climat, ça se joue à plein de niveaux différents, de la scène mondiale jusqu'au plus petit village. On peut schématiser ça en 4 grandes échelles d'action publique. Chacune a son rôle, ses propres leviers. L'international, pour fixer les grands caps, l'européen, pour des règles souvent contraignantes, le national pour les lois, et le local pour que tout ça devienne réalité. Tout en haut de la pyramide, on a donc la scène internationale. L'exemple que tout le monde connaît, ce sont les COP, les conférences des parties. Depuis 1995, ces immenses sommaires rassemblent quasiment tous les pays du monde pour négocier et, idéalement, fixer des objectifs communs contre le réchauffement. Et attention, ce processus ne s'arrête jamais. C'est un effort diplomatique continu. Après la COP de Dubaï, les prochaines grandes rencontres sont déjà dans l'agenda. La COP 30 au Brésil en 2025 et la COP 31 en Turquie en 2026. Mais les grandes déclarations au sommet, c'est bien, mais ça ne sert à rien si elles ne sont pas appliquées sur le terrain. Et c'est là que l'échelle locale devient absolument essentielle. Les régions, les départements, les métropoles, les communes, ce sont elles, les collectivités, qui transforment les grandes politiques en changements concrets dans notre quotidien. Et ces actions locales, on les connaît bien. Ça peut être l'extension d'une ligne de bus ou de tram, la création de nouvelles pistes cyclables, l'instauration de péages urbains pour limiter la voiture, ou encore la mise en place de ces fameux plans climat-air-énergie territoriaux qui visent à mobiliser tous les acteurs d'une même zone. Bon, on a nos acteurs, on a les différentes scènes où ils jouent. Maintenant, comment interagissent-ils? Eh bien, comme dans toute bonne histoire, il y a des alliances et il y a des oppositions. C'est un peu l'intrigue de notre décryptage. Une source majeure de conflit, c'est ce qu'on appelle le climato-scepticisme. Alors attention, petite précision importante ici, il ne faut pas confondre avec le climato-négationnisme, qui est le déni pur et simple du phénomène. Le climato-scepticisme, c'est plus subtil, on ne nie pas forcément le changement, mais on doute de l'ampleur de la responsabilité de l'homme. Et forcément, ça crée un frein à une action collective forte. Heureusement, il n'y a pas que des conflits, loin de là. La coopération, c'est aussi un moteur extrêmement puissant. Quand des acteurs partagent les mêmes buts,
disons des collectifs de citoyens et des ONG, ils vont naturellement s'allier. Pourquoi? Pour avoir plus de poids, pour coordonner leurs actions et être plus efficaces. Et un exemple parfait de cette coopération en action, c'est l'économie circulaire. C'est un modèle où les citoyens, les entreprises et les pouvoirs publics locaux travaillent vraiment main dans la main. L'idée, c'est de sortir du schéma classique produire, consommer, jeter pour aller vers un système qui préserve les ressources, limite au maximum les déchets et crée de la valeur sur le territoire. On arrive tout doucement au terme de ce décryptage. C'est le moment de prendre un peu de recul et d'assembler toutes les pièces de ce grand puzzle. S'il y a une chose à retenir, c'est qu'il n'y a pas un seul sauveur, pas de solution miracle, ni de coupable unique d'ailleurs. L'action pour le climat, c'est un immense puzzle, un système ultra dynamique. Le changement, il ne viendra pas d'un seul acteur, mais bien de l'interaction entre tous, les scientifiques qui alertent, les citoyens qui se mobilisent, les ONG qui poussent, les entreprises qui innovent et les gouvernements qui réglementent, et tout ça à toutes les échelles en même temps. Et tout ça, ça nous amène à une question finale, une question pour l'avenir. Si tous ces acteurs forment un écosystème, comment faire pour améliorer leurs interactions? Comment transformer les oppositions en dialogue et renforcer encore plus les coopérations? Bref, quelle synergie peut-on imaginer pour relever le défi climatique de demain? La question, elle reste ouverte. Merci d'avoir suivi ce décryptage.